Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Samurai 8 Hashimaruden. Il y a quelques temps, j'ai posté une vidéo sur Samurai 8 pour la preview, malheureusement j'ai été obligé de l'effacer, de la supprimer. Dans tous les cas, ça ne va pas m'empêcher de redire ce que j'avais dit dans cette vidéo à travers mes reviews. Donc je ne sais pas si je vais faire des reviews systématiques sur Samurai 8 puisqu'il sort de manière hebdomadaire et je ne peux pas assumer un manga de manière hebdomadaire actuellement, mais dans tous les cas, je vais parler régulièrement de Samurai 8. On peut dire qu'on a pris véritablement une claque de culture à travers ce premier chapitre. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément essayé de faire les recherches de ce qu'il y avait dans ce chapitre 1, mais on peut dire que Kishimoto il a tout mis. Il a mis le paquet, il a mis tout ce qu'il aimait. Donc si vous aimez les samouraïs, la mythologie, les références de la culture japonaise, du combat, voilà, il y a vraiment plein de choses, une relation père-fils, un maître, voilà, tellement de choses. Et de toute manière, c'est ce que j'attendais d'avoir avec Samurai 8, et c'est ce que j'ai eu. On peut également constater une patte artistique excellente. La palette de couleurs choisie sur les 3 premières pages est vraiment sympathique. On a un bleu qui est contrasté avec du orange et du jaune, ce qui fait bien ressortir les choses. On a également derrière une qualité de dessin avec des pages qui sont bourrées de détails, que ce soit dans les combats, dans les paysages. Vraiment, je trouve que les dessins sont très efficaces, malgré que des fois sur certaines pages, notamment quand il y a vraiment beaucoup de détails, on a même du mal presque à discerner notamment les holders ou les personnages du fond, et donc ça rend des fois la lecture assez difficile. Donc ce chapitre là en plus qui était composé de 72 pages, et d'ailleurs qui est en description, si vous cherchez, vous pouvez aller le lire gratuitement, il est en description. On peut dire vraiment que c'était assez compliqué, on a dû relire plusieurs fois le chapitre, faire quelques recherches pour pouvoir essayer d'apporter une critique la plus précise possible. Donc dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de moments où je vais devoir vous parler un petit peu d'un personnage, de pourquoi c'est ce nom-là, comment il a été choisi à peu près, etc. Les références de cette culture qui est très axée sur le bouddhisme encore une fois, comme dans Naruto et Boruto d'ailleurs. Donc tout au début du chapitre, on voit une conversation entre Daruma et son maître. Et en gros, le premier à recevoir la quête, donc dans Samurai 8, ce n'est même pas Hashimaru, c'est directement Daruma. Daruma, c'est le personnage que l'on voit, l'espèce de petit chat samouraï, et on le voit, il est en train de parler en fait à son maître qui lui demande de trouver la boîte de Pandore ainsi que 7 clés qui permettent d'ouvrir cette boîte. Si on écoute Daruma, pour lui, l'honneur d'un samouraï, c'est de sauver les étoiles. Et pour son maître, c'est exactement le même principe, sauf que pour ça, ils ont besoin d'ouvrir cette boîte où Fudo Miyo a enfermé un écrit permettant de sauver les étoiles. Donc Fudo Miyo, il est représenté en tant que le dieu de la guerre. Il y a fort longtemps, comme je l'ai dit, il a scellé un écrit dans cette boîte, et la boîte n'est autre que celle de Pandore. Fudo Miyo est appelé également Hakala, le maître immuable. C'est une déité bouddhique du Mikiyo, l'un des 5 grands rois du savoir, associé au feu et à la colère. D'ailleurs, une des statues Hakala visible au Japon, et elle est extrêmement représentative du personnage de Fudo Miyo qui nous est dessiné dans le manga. Les Miyo, qu'est-ce que c'est? C'est les rois de la sagesse, ce sont des divinités protectrices du culte bouddhiste. Ils représentent la sagesse de Bouddha et conservent les 4 points cardinaux et le centre. Fudo Miyo étant au centre, Kongo Yasha, qu'on a entendu parler d'ailleurs dès le début du chapitre, qui représente lui le point cardinal du nord. On entend parler également de Pandore. Pandore est une boîte, n'est pas vraiment une boîte en fait. Dans la mythologie grecque, Pandore ou Pandora, ça veut dire tout simplement ornée de tous les dons. Et c'est la première femme humaine façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna. Elle est associée à la légende de la boîte de Pandore qui est en fait une jarre. Zeus avait offert la main de Pandore à Épiméthée, le frère de Prométhée. Zeus lui avait interdit d'ouvrir la boîte, mais malheureusement, Pandore a cédé à la curiosité qu'on lui avait donnée. Car oui, Pandore a clairement été fabriquée, et c'est une personne, je le rappelle. Mais celle-ci a ouvert la boîte que Zeus leur avait offerte, et à l'intérieur, il y avait tous les maux de l'humanité. Donc c'est assez important puisque dedans, il y avait la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la passion, l'orgueil, la tromperie, bref. Et également l'espérance. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que Pandore, quand elle a ouvert la boîte, tous les mots sont partis et le seul qui restait à l'intérieur, la seule, c'est l'espérance. Donc est-ce que en fait, les 7 clés qu'ils doivent rechercher n'est pas lié tout simplement à ouvrir la boîte de Pandore et donc de garder espoir, tout simplement. A few moments later. Donc la quête est très simple, il faut récupérer ces 7 clés pour ouvrir cette boîte. Le problème, c'est que Daruma est enfermé dans un corps de chat. Mais à la base, ce n'est pas un chat. On va s'en rendre compte un petit peu plus loin, où lui-même le dit que oui, à la base, il n'est pas un chat, il était un humain. Un samouraï même. Son maître balance plusieurs sermons un peu incompréhensibles à Daruma, et c'est vrai que c'est des phrases qui sont assez complexes, mais qui seraient intéressantes à analyser, mais je me suis pas attardé là-dessus. Mais il dit une phrase qui est quand même très cool. Je m'adresse à ton courage, celui qui se trouve dans ton ventre.
Et retenez bien cette phrase puisque je vous en parlerai un petit peu plus loin. Du coup, la quête de Daruma commence. Il est chargé de faire ça et du coup, il part. Selon moi, quand on regarde les pages, ils étaient à bord d'une espèce de baleine qui se baladait dans l'espace. Et donc pour moi, cette baleine est le holder du maître de Daruma. Et là, on voit deux samouraïs qui s'affrontent ainsi que leur holder d'ailleurs. Donc le holder, qu'est-ce que c'est? Le holder, c'est un animal cybernétique de compagnie, hein, ni plus ni moins. C'est une espèce d'IA d'animal de compagnie qui est sans arrêt en compagnie de son maître. Mais c'est également un compagnon d'armes puisqu'il permet de combattre. Il a certaines capacités. Par exemple, il est capable de muter à moitié, donc c'est-à-dire de vraiment se transformer et de pouvoir procurer une espèce d'armure comme une fusion, de procurer une armure à son maître, mais il est également en fait capable de transporter les personnes, donc que ce soit à dos ou voire même certainement en volant. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a certains holders qui volent, hein, comme la tortue d'ailleurs que l'on voit juste après, et ils peuvent du coup, comme je disais, générer des protections à leur maître. Donc c'est vraiment assez intéressant puisqu'on a vraiment aussi en plus de tout le côté samouraï et de maître et d'honneur, etc., on a également la relation de compagnons et d'animaux de compagnie, si vous voulez. Et déjà, dès les premières pages, on commence à se rendre compte de la claque qu'on est en train de prendre visuellement, de la patte artistique de Okubo, je trouve. Il y a un des deux samouraïs, donc il y en a un qu'on va appeler Daruma, parce que tout simplement, je suppose très fortement que c'est lui, comme la plupart des gens, et c'est un peu cramé à 10 km. Il se bat contre un samouraï où on ne connaît pas son nom, et en fait, il a détruit déjà un des holders de ce samouraï. Donc apparemment, on peut peut-être avoir plusieurs holders. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il explique, puisqu'il dit tu as détruit mon premier holder de grade Kumozubi. Et d'ailleurs, le grade Kumozubi est le 4e grade des lutteurs au Japon. Donc, autrement dit, des sumotori pour nous. C'est assez intéressant, puisque, encore une fois, Kishimoto vient rajouter, un petit bouillon de culture à travers ce chapitre. Donc, il reconnaît la technique qui est utilisée, il dit que c'est une technique de l'école de Kongo Yasha. Encore une fois, Kongo Yasha, c'est un Mio, hein, c'est un des rois de la sagesse. Je l'avais expliqué quand j'ai parlé de Fudomio. Et donc, on pourrait très bien se dire, est-ce que les autres rois de la sagesse pourraient apparaître un de ces jours dans le manga, que ce soit sous forme d'une école, d'un art, d'un personnage légendaire, ou quoi que ce soit. Ou peut-être même en combat. Ça serait vraiment stylé en tout cas. Du coup, Daruma est surnommé le loup errant, tout simplement puisqu'à la base, il avait un holder chien et lui-même préférait les chiens. Tout ça, on l'apprend un petit peu plus loin. Il est accompagné, comme je disais, d'un holder chien lion à moitié, donc ça donne un mélange assez bizarre, hein, mais bon, en même temps, c'est un holder, c'est une IA, hein. Et il est venu chercher une des clés de Fudomio. Il se transforme alors les deux samouraïs en mettant la main sur le ventre. Encore une fois, hein, le courage d'un samouraï se situe dans son ventre, et c'est pour ça que je vous avais dit de retenir la phrase de tout à l'heure, et ils combattent avec honneur. L'honneur d'un samouraï se trouve dans son ventre. Leur katana du coup apparaît avec la transformation, j'ai trouvé ça vraiment stylé, le fait qu'ils ne portent pas directement de katana à côté d'eux, finalement ils fabriquent le katana avec leur armure, avec leur holder, avec leur pouvoir, ils sortent carrément le katana de leur ventre quoi, ils combattent avec honneur quoi, c'est ça ce que ça veut dire pour moi, et je trouve ça vraiment stylé comme référence. Le combat se termine en un seul coup, en gros c'était simplement un combat, vous allez comprendre après, mais c'était simplement un combat qui n'a pas duré longtemps, mais tous les combats ne vont pas être comme ça dans Samouraï 8, hein. D'ailleurs il y a un combat un petit peu plus loin qui dure un peu plus longtemps. En gros, une arme peut en cacher une autre. Laissez l'adversaire vous taillader la chair pour lui briser les os. Ça c'est bien une phrase d'un samouraï. Je trouve ça tellement stylé. Le samouraï obtient la première clé avec un conseil quand même de prudence. Hein. C'est-à-dire que Daruma, quand il a vaincu son adversaire lui a bien dit de faire attention parce qu'il combat un peu imprudemment. Il pourrait tomber sur des adversaires beaucoup plus puissants et d'ailleurs il lui dit même qu'il y a encore 6 clés à récupérer et donc ça veut dire qu'il y a potentiellement pour lui 6 combats comme ça dans le futur, mais avec des personnages plus puissants peut-être. Et justement, par rapport à l'imprudence, Daruma lui répond « Il faut être prêt à mourir. Savoir ce qui est juste, mais ne pas l'accomplir, c'est un manque de courage. Moi, je vois ça comme un honneur. » Et ceci était la véritable épreuve, finalement, de Fudomio. Ce n'était pas le combat en tant que tel, ce n'était pas ses qualités de samouraï en tant que de technique, finalement, de combat, mais c'était plus, est-ce qu'il a véritablement l'honneur, le savoir d'un samouraï. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, excellent, hein, puisque c'est clairement des valeurs de Bushi et des valeurs du Bushido, donc de la voie du guerrier. Quand un samouraï perd, il y a deux possibilités en fait. C'est soit il se seppuku, donc le seppuku, je vais vous expliquer ce que c'est. Le seppuku, ou encore appelé autrement harakiri, qui veut dire coupure au ventre. Le ventre est le siège de la volonté, du courage et des émotions en Asie. Hara Uki. Vous avez un gros ventre. Cela pourrait vexer en Occident, tandis qu'au Japon c'est un compliment qui veut dire vous avez un grand cœur. Donc c'est vraiment important, la symbolique du seppuku est extrêmement importante car les samouraïs ainsi que les bushi avaient régulièrement affaire à des histoires de harakiri ou seppuku et il y a même d'autres termes qui sont utilisés en fonction de la manière dont la personne se coupe. Ça fait encore une fois partie de la culture du Japon.
soit il se fait sceller. Et vous comprendrez pourquoi, on verra ça un petit peu vers la fin du chapitre. Donc le vaincu, ce seppuku, et s'ouvre de manière robotique, c'est-à-dire qu'il s'ouvre à moitié en deux, et il y a carrément sa colonne vertébrale qui apparaît, et finalement, cette espèce de colonne vertébrale, c'est la clé. Donc ça veut dire que les clés sont des samouraïs qu'il faut combattre tout simplement pour pouvoir la récupérer. Et du coup, Daruma dit, nous pouvons alors commencer le voyage. Et là, en fait, on tombe sur Hashimaru. Hashimaru apparaît au bout de la 14e page, où en fait, il jouait à un jeu vidéo, c'est-à-dire que le combat qu'on vient de voir entre les deux samouraïs n'était en fait qu'un jeu vidéo en ligne de samouraï. Et vous vous dites, mais attends, what the fuck, je suis en train de lire un truc de samouraï, et en fait, on est en train de me dire que c'est un jeu vidéo. Mais oui, mais tout ça, c'est préparé, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on peut y voir encore une fois quelque chose que Kishimoto aime. La technologie, quand il dit qu'il aime la technologie, c'est également les jeux vidéo. Généralement, les mangaka jouent un peu aux jeux vidéo. Et du coup, encore une fois, il a pu nous placer quelque chose qu'il aimait à l'intérieur de ce manga. Je trouve ça vraiment stylé. Hashimaru se cogne la main, il a vraiment l'impression de s'être fait une fracture. Tu as tellement, en plus, il est fragile, parce que je vais vous expliquer après, mais vraiment, Hashimaru, c'est vraiment il a vraiment la vie que tu ne voudrais jamais avoir. Et là, il y a le père d'Hashimaru qui arrive pour lui dire, bon, c'est bon, tu vas arrêter ton jeu vidéo, je viens pour la perfusion. Donc voilà, pour vous expliquer brièvement, Hashimaru a clairement le corps le plus faible qui puisse exister. Il est accroché à une machine géante que son père a fabriquée pour pouvoir alimenter le corps de son fils en permanence. On est obligé de lui mettre des perfusions à longueur de journée, donc on voit sur son bras plein de petits points. Tout ça, c'est pour nous dire qu'il est sans arrêt tous les jours obligé de lui faire plusieurs perfusions pour qu'il mange, et il peut même pas manger quelque chose de solide, tu vois, il peut pas apprécier ce qu'il mange, puisque finalement il mange sous perfusion, il ne peut pas sortir de chez lui, il n'a jamais pu malheureusement aller plus loin que le bord de sa maison, il peut pas soulever grand chose, il est obligé de marcher avec une béquille, enfin voilà, c'est vraiment, il a une vie mais affreusement difficile, et son père fait tout pour protéger son fils. Et justement, il y a des points d'humour avec ça, et j'ai trouvé ça vraiment stylé. On y découvre également Ayataro, le fameux chien-chat, je vais l'appeler comme ça, de compagnie d'Hashimaru. En fait, ce Holder était à la base un chien, mais il a été programmé en tant que chat, c'est pour ça qu'il miaule et qu'il n'aboie pas, et donc à chaque fois, Hashimaru lui demande d'aller lui chercher son truc, il lui ramène un katana, et donc, parce que Hashimaru a une collection de katana, mais sa collection de katana, c'est clairement des katanas décoratifs. Et en plus, Ayataro miaule, et donc c'est assez marrant, donc à chaque fois, il y a des touches d'humour où ils arrêtent pas de dire, mais il est complètement déréglé, tu vois, le chien, et en fait, bah, le père d'Hashimaru a installé, en fait, le mauvais programme, il a installé le programme d'un chat dans un chien. Tout simplement parce qu'il l'a confondu avec un chat quand Ayataro était plus petit. Hashimaru déteste les aiguilles. Il en a peur, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas, hein, clairement. Il est pantophobe, il déteste un peu tout. Tout lui fait peur. Et malheureusement, la seule chose qu'il a pour lui, c'est le courage et la volonté et l'espoir, quoi. Malheureusement, son corps ne va pas du tout avec ce qu'il aimerait faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il admire les bushi et les samouraïs. C'est quelque chose qui le passionne et c'est pour ça qu'il a joué à ce jeu. Et il les connaît bien. Et d'ailleurs, son père a l'air de bien les connaître également. Il dit même une phrase qu'il a certainement entendue dans ce jeu vidéo où il dit même le ventre vide, le bushi, c'est mâcher son cure-dent comme s'il était rassasié. C'est vraiment stylé, c'est vraiment une phrase badass. T'imagines un peu le mec, en fait il a pas mangé depuis peut-être plusieurs heures voire plusieurs jours et en fait il mâche son cure-dent comme si qu'il venait de manger un bon repas, tu vois, alors qu'il a pas mangé. C'est une façon de dire que voilà, il a vraiment trop de flow, trop de charisme, y a pas de problème, moi même si j'ai pas mangé, même si j'ai la dalle, y a pas de souci. Son père lui fait une remarque, comme quoi qu'ils sont opposés à lui, que même s'il adore les samouraïs et les bushi sont totalement l'opposé d'Hashimaru. Et justement, c'est pour ça, hein, finalement, que Hashimaru les admire, c'est parce que justement, ce sont leurs opposés. Ils ne font pas que protéger apparemment une princesse et des forces extérieures, mais apparemment, ils ont plus que ce rôle-là, selon Hashimaru. Et ça c'est vachement intéressant. Donc apparemment, il y aurait une fameuse princesse à protéger. Donc elle, on l'a pas vue, on en a à peine entendu parler, et des forces extérieures. Donc je pense qu'à mon avis, il y a un rôle supplémentaire qui va différencier un peu les bushi des samouraïs, un petit peu plus tard. Son père lui dit quand même qu'il fait partie des protégés et non des protecteurs, et qu'il faut qu'il arrête de chouiner. Fils indigne. Il m'a fait délirer quand il a dit ça. Il a dit, tu peux me détester tant que tu veux, mais je fais cela pour te protéger, et c'est ça être un père. Effectivement, imaginez un peu la vie de son père. Être obligé de mettre des perfusions à son fils, de lui fabriquer une machine, de rester à côté de lui tout le temps, puisqu'il a besoin d'assistance, c'est un handicap très lourd que le père d'Hashimaru doit assumer, et donc, même si Hashimaru se plaint et que son père l'oblige à mettre des perfusions, alors qu'il déteste parce qu'il y a des aiguilles, etc., il fait tout ça, finalement, pour que son fils vive. Et je trouve ça vraiment très très beau. Après avoir fait cette petite réflexion à Hashimaru, celui-ci jette une balle à Ayataro dehors, et il dit, si je pourrais aller dehors, je ferais des choses pour toi. C'est-à-dire qu'Hashimaru n'a jamais pu faire des choses pour ses parents. Aller leur chercher des courses, voilà, l'aider
à bricoler, des choses comme ça. Il a jamais pu faire ça puisqu'il est sans arrêt relié à cette machine. Il faut savoir que si Hashimaru se décroche de cette machine, il meurt en moins de 3 minutes. C'est quand même un truc de fou. Il a vraiment une vie que personne n'aimerait avoir. Le père d'Hachimaru veut lui construire en fait un siège mobile qui pourrait permettre de transporter Hashimaru et le maintenir en vie, comme ça, une espèce de station mobile qui pourrait lui permettre d'aller dehors. Et à chaque fois, il lui dit encore un petit effort, c'est bientôt terminé. Et à chaque fois, c'est ce que dit Hashimaru, ça fait plusieurs années qu'il attend ce fauteuil, il est un petit peu dans l'impatience et il en a un peu ras-le-bol d'attendre, ce qui est un petit peu normal. Et donc il s'impatiente et il fait des réflexions à son père en lui disant quand tu dis un petit peu de temps, c'est quoi? C'est plusieurs années? On voit vraiment qu'il y a une espèce de petite relation, ça crée des petites tensions finalement entre les deux, malgré qu'on sent qu'ils sont opposés dans leur vision. Hashimaru aimerait faire plus de choses, mais son père est obligé de le couver, tu vois. Et donc on voit qu'il y a cette petite tension, mais à la fois ce sont véritablement des super belles attentions. Le père d'Hashimaru sort faire un tour dehors, et en fait il lui manque une dernière pièce pour finaliser ce fameux fauteuil mobile. Et donc il va chercher cette dernière pièce, qui lui a coûté quand même 200 millions de yens, je tiens à le préciser. On y voit un paysage de campagne féodale, mais avec de la technologie. Encore une fois, voilà, je trouve ce mélange excellent. Alors, c'est vraiment bien fait, il n'y a pas trop de technologie à travers la campagne, c'est juste ce qu'il faut, c'est quelques petites touches, et ça rend vraiment l'univers assez atypique et vraiment stylé. D'un autre côté, on découvre une histoire entre deux bushi, ou tout du moins un samouraï et un bushi, où il y en a un des deux qui doit de l'argent au samouraï, le bushi doit de l'argent au samouraï, mais celui-ci n'a pas l'argent. Le samouraï lui dit c'est pas grave, tu peux garder l'argent, tu vas me montrer que je peux te faire confiance autrement, tu vas te seppuku avec ça. Donc il lui donne une lame pour que le bushi se seppuku lui-même, donc c'est-à-dire qu'il se coupe le ventre lui-même, mais le bushi n'est pas capable de le faire. Et donc le samouraï va l'aider à se seppuku, il va carrément appuyer la lame dans le ventre, carrément il va le tuer, tout simplement. Mais il lui a dit quand même une phrase qui était assez intéressante. Il lui a dit, tu ne voulais pas passer de bushi à samouraï, donc autrement dit, est-ce qu'on pourrait devenir samouraï? Eh bien apparemment dans l'univers de Samouraï 8, on peut le devenir, mais il y a quand même une contrainte et vous le verrez un petit peu après. Il faut savoir que la lame avec laquelle le bushi s'est seppuku vient d'une locker ball, c'est une espèce de grosse boule qu'il y a par terre, et d'ailleurs le père d'Hashimaru en a besoin pour fabriquer le siège de son fils, et c'est la pièce qu'il est venu chercher. Donc c'est une boule assez grosse qui ressemble un peu à une planète. Et d'ailleurs il dit, le samouraï, que ça a été fabriqué directement par Fudomiyo en personne. Le père d'Hashimaru trouve du coup cette pièce et il lui dit très bien, nickel, c'est la bonne pièce, il veut lui donner l'argent et repartir. Sauf que le samouraï le questionne sur ce qu'il va faire en fait avant de partir. Et le père d'Hashimaru explique que c'est pour un fauteuil, qu'il n'est pas intéressé, qu'il ne veut pas devenir samouraï, il a besoin de cette pièce pour fabriquer un fauteuil. Mais le samouraï lui explique la différence finalement entre les bushi et les samouraïs, parce que le père d'Hashimaru, on voit qu'il a une petite rancœur envers les bushi. Il lui dit, moi je n'aime pas les bushi. Et en fait, vu que le samouraï en face de lui se considère comme un samouraï et pas comme un bushi, il lui explique la différence. Il lui dit, un bushi, en gros, c'est un guerrier mortel, alors que le samouraï, ce ne sont même plus des êtres humains. Et donc il lui fait une petite démonstration avec, en fait, le samouraï avait remarqué que le père d'Hashimaru avait une clé autour du cou, mais cette clé il l'a reconnue, et vous comprendrez après. Il lui dit carrément que les samouraïs sont élus par les dieux, ils ont un corps de cyborg. Donc il s'ouvre en deux et commence à montrer des schémas avec le corps d'un samouraï et lui expliquer véritablement la différence entre les deux. Et c'est un peu le même principe de ce qu'on avait vu dans le combat des deux premiers samouraïs au début. Il lui explique que la colonne vertébrale est clairement le samouraï, c'est le samouraï en fait, c'est son âme, c'est sa clé, et qu'autour, tout ce qu'il y a, son bras, il peut se couper le bras, il se régénérera puisque c'est un cyborg. Donc en gros, ils ne sont même plus des êtres humains. Il dit précisément, l'unité de mémoire du samouraï est la colonne vertébrale appelée clé. Et ça c'est hyper important, le reste c'est mécanique. Le samouraï dit que la Locker Ball est une petite planète que Fudomiyo a créée, et c'est elle en fait qui dit si tu es compatible pour devenir un samouraï ou pas. Et à partir du moment où elle te choisit, ton apparence change, tu récupères ta véritable apparence, tu as une âme particulière dans le ventre et une régénération après les blessures. Par contre, si tu es incompatible, tu meurs. Le père d'Hashimaru veut partir, mais il est retenu par le samouraï. D'un autre côté, il y a Hashimaru qui fait la rencontre de Daruma. Et comment? Tout simplement parce que quand il a acheté la balle, Ayataro lui a ramené un Daruma. Donc je vous parle de la figurine, un Daruma. Le Daruma est une figurine de papier mâché japonaise qui a la forme d'un moine bouddhiste. Dans la culture japonaise, une figurine a vœu qui donne chance et prospérité. Il faut savoir qu'il y a un rituel associé au Daruma, et celui-ci, le propriétaire du Daruma dessine la pupille circulaire dans le premier œil en formulant mentalement son vœu. Et c'est du coup ce que l'on va voir du personnage d'Hashimaru quand il va justement récupérer un Daruma qui lui tombe dessus comme ça, et en fait c'est le personnage que l'on voit au début du manga. Et Hashimaru fait
fait le fameux rituel que je vous expliquais par rapport au Daruma, c'est-à-dire qu'il dessine un œil et fait un vœu en disant qu'il souhaiterait devenir carrément Fudomiyo, donc devenir carrément un dieu de la guerre, et que son père rentre sain et sauf. Et en fait, en faisant ça, il a désactivé le mode veille de Daruma, qui était tout simplement en train de dormir. Daruma explique qu'il était un être humain, donc c'est pour ça qu'on fait le rapprochement entre le premier samouraï qu'on a vu en forme humaine et du coup Daruma qui est là, et qu'il préférait les chiens, et qu'il est un samouraï. Hashimaru trouve ça un peu louche, hein, un chat qui prétend être un samouraï, bon, parce qu'il trouve ça un peu bizarre. Daruma lui demande une canne, car il est aveugle, et en fait Ayataro rapporte un sabre. Donc Daruma fait une petite démonstration en coupant carrément une tasse de thé en deux. Le mec il a pas le temps, lui il est là et il coupe des tasses de thé en deux, il a pas le time. Daruma lui cite une phrase que Hashimaru avait déjà entendue, et c'est assez intéressant. J'ai trouvé cette phrase assez intéressante, elle se rapproche bien en fait du début du manga. Cette phrase est: plus une chose est précieuse, plus elle échappe à notre champ de vision. Elle se cache au moyen d'un artifice. Et ça, c'est une phrase que Hashimaru avait vue dans ce fameux jeu vidéo. Donc tout commence à s'assembler petit à petit par rapport au début du chapitre. Hashimaru le supplie du coup de l'entraîner après la démonstration qu'il a fait, mais avec son corps, ça risque d'être un peu compliqué, puisque Hashimaru explique un petit peu la situation à Daruma par rapport au corps faible qu'il dispose, et Daruma lui fait clairement comprendre que ce sera pas possible. Voilà. Malgré qu'il a l'âme finalement d'un samouraï, mais il n'a pas le corps malheureusement. Et d'ailleurs Hashimaru dit clairement qu'il est prêt à mourir pour devenir samouraï. Malgré le fait qu'il a peur de tout, il met carrément une lame devant son ventre et il est prêt à se seppuku lui à son tour pour vouloir devenir samouraï. Il a pas le time quoi. Comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas, mais le père d'Hashimaru a une clé autour du cou. La clé de Makami, le chien lion. Elle permet de sceller l'âme du samouraï. Le samouraï l'a remarqué justement. Comme je vous l'avais dit, il avait remarqué qu'autour du cou du père d'Hashimaru qu'il y avait une clé. Et il la cherche depuis pas mal de temps. La clé renferme un célèbre sabre, le Dojikiri Takatsuna, surnommé buveuse de sang. Le samouraï sonde le cerveau du père et va chercher l'âme de ce samouraï. L'âme de ce samouraï se situe dans Hashimaru, tout simplement. Et c'est pour ça que Hashimaru, depuis le début qu'il a rencontré Daruma sent que Hashimaru a le potentiel pour devenir un samouraï. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Hashimaru a réussi ce fameux test qu'il y a eu dans le jeu vidéo et qu'il s'appelle du coup Hashimaru. Daruma pressent, quand il parle avec Hashimaru, pressent qu'il y a quelque chose qui arrive et du coup le samouraï attaque directement Hashimaru et du coup Daruma par la même occasion. Daruma par l'attaque. Cette scène est vraiment stylée, c'est-à-dire que le samouraï il arrive par l'arrière, il coupe carrément le mur en deux et il arrive pour attaquer Daruma qui part l'attaque. Du coup il y a un bref combat entre les deux et le samouraï reconnaît la technique de combat de Daruma. Et d'ailleurs pendant ce temps-là on a un petit Hashimaru qui est carrément surpris. Le mec il a jamais vu de samouraï de sa vie. Aujourd'hui il y en a deux chez lui qui sont en train de se fighter quoi. Et en plus il y en a un c'est un chat quoi, le délire. Daruma est le loup errant, le samouraï du jeu vidéo du début. Et là c'est clairement confirmé puisque Daruma dit qu'il a créé et mis en ligne ce jeu pour aller à la rencontre des enfants qui sont guidés par les samouraïs. Et le 8e enfant est ce fameux Hashimaru, d'où son nom d'ailleurs. Le samouraï montre une image à Hashimaru de son père qui est pris en otage. Le samouraï du coup transperce Daruma qui s'est un petit peu laissé surprendre puis qui ne pouvait pas vraiment agir puisque le père de Hashimaru était pris en otage. Hashimaru veut intervenir mais il est attaché finalement à une machine puisqu'il voit carrément que Ayataro a essayé d'attaquer le samouraï et le samouraï il l'a carrément écrasé quoi, il l'a coupé en deux, Et du coup Hashimaru forcément avec son courage il a voulu avancer mais vu qu'il est attaché à la machine il ne peut pas du tout s'échapper. D'ailleurs même le samouraï lui dit ça tombe bien j'ai même pas besoin de t'attacher, tu l'es déjà quoi. C'est-à-dire qu'en plus il se moque carrément du corps d'Hashimaru quoi. Il lui explique la situation lui disant que s'il bouge il va tuer son père et il a la clé du coup qui était autour du cou du père de Hashimaru. Il l'insère dans le torse de Hashimaru et le torse de Hashimaru est protégé par deux choses. Il est protégé par une clé et par un code. Et ce code, c'est ni plus ni moins qu'un seppuku. Pour sauver son père, Hashimaru va devoir se seppuku. Le samouraï sort encore une fois une lame de la Locker Ball, la donne à Hashimaru pour qu'il se seppuku avec. Le père d'Hashimaru assiste à ça et sans pouvoir rien faire. Je sais pas si on se rend vraiment compte. Son père a tout fait pour sauver son fils. Depuis sa naissance, son fils ne peut pas sortir. Il meurt en moins de 3 minutes s'il est décroché de sa machine. Son père lui met des perfusions tous les jours. Il s'occupe de lui. Il lui manquait juste une seule pièce pour que son fils puisse aller un peu à l'extérieur, faire des choses, vivre, on va dire une enfance un peu plus normale. Il a vraiment tout fait. Et puis c'est son fils aussi, tu vois. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez émouvant de voir le père en fait assister à ça, sachant qu'en plus on n'a pas vu la mère d'Hashimaru, donc il doit certainement avoir perdu sa femme. Je trouve ça vraiment très très beau. On voit une série de flashbacks entre Hashimaru et son père, des petites querelles qu'il y avait entre les deux. D'ailleurs Daruma lui avait dit que c'est dans l'opposé finalement qu'on se retrouve. Donc le fait que Hashimaru et son père soient un petit peu plus ou moins opposés dans leur vision des choses, Hashimaru qui voudrait faire des choses et son père qui protège son fils, et ben on voit
voit justement un petit peu tous ces flashbacks entre les deux avec des petites scènes d'humour. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce chapitre aussi, c'est qu'il y a des petites pointes d'humour un petit peu partout, mais il y en a pas trop en fait. Je trouve ça vraiment juste comme il faut. Hashimaru déclare un amour d'enfant clairement à son père. J'ai trouvé cette scène assez belle. C'est rare que l'on voit finalement des enfants avouer comme ça dans un manga l'amour finalement qu'ils ont pour leurs parents de cette manière-là. Et en gros, tout simplement, il se seppuku direct. Voilà. Il se seppuku direct, mais le message qui est vraiment très très beau, c'est que pour tout ce que son père a fait pour lui, et ben aujourd'hui, Hashimaru est prêt à se seppuku pour sauver son père. En gros, c'est la seule chose qu'il pouvait faire pour aider son père, qu'il l'a toujours aidé toute sa vie. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Vraiment, ça a été très touchant. On en arrive dans la dernière phase de ce chapitre où en fait Hashimaru est par terre étalé comme mort, Daruma a été transpercé, Ayataro est écrasé et le samouraï prend la fameuse lame qui était conservée dans le corps de Hashimaru. Cette lame, c'est Takatsuna, la lame buveuse de sang. En gros, c'est une espèce de lame légendaire. Fudo Miyo choisit Hashimaru. Hashimaru se relève et se transforme en samouraï, car oui, il s'est seppuku avec la Locker Ball, tout en sachant qu'il avait déjà, entre guillemets, l'âme d'un samouraï. Et la preuve, puisque Fudo Miyo le choisit. En devenant samouraï, ça va changer clairement la vie de Hashimaru. Plus de maladies, plus de béquilles, plus de lunettes. Il n'est plus attaché. Reconstitution de son corps. Il n'est plus malade. Il n'a plus peur. Il devient un véritable samouraï et il récupère surtout sa véritable apparence. C'est vraiment, vraiment excellent. Ce qui fait qu'en un seul chapitre, il passe d'un enfant qui est vraiment, je dirais presque, c'est même pas presque, qui a un handicap très lourd, il devient finalement un samouraï. Et je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Daruma n'est pas mort et il lui dit d'ailleurs qu'il vient de récupérer son apparence. Et ça, je trouve ça stylé. Il dit à Hashimaru de lui redonner la véritable apparence à son holder. Et c'est ce qu'il fait. Hashimaru redonne l'apparence à Ayataro, l'apparence qu'il mérite. Il prend une forme méga stylée, il ressemble à une espèce de chien, lion, à moitié, une espèce de chien, assez gros, et du coup le samouraï est très surpris, et il veut tuer du coup Hashimaru, il veut en terminer vite. Hashimaru est déterminé à sauver son père et affronter le samouraï. Le combat est dynamique et stylé. Clairement, on voit des espèces de phases très rapides où le gars carrément il arrive à fond avec son holder après attaquer avec son sabre, et Hashimaru a des bons déplacements, il a une bonne manière quand même de combattre, tout en sachant qu'il s'était beaucoup exercé à la VR dans le jeu vidéo que Daruma il avait créé, donc il avait déjà des connaissances en fait en matière de combat, mais des connaissances théoriques. Et là le fait qu'il a un corps beaucoup plus réactif, il se sent léger, il se sent rapide, et du coup il devient carrément efficace. Au bout d'un moment il y a une espèce de case où on a l'impression que Hashimaru fait des Kagebunshin, fait des clones, mais en fait c'est pas des clones. C'est qu'en fait il est tellement rapide qu'il se déplace super vite en fait autour du samouraï, et au bout d'un moment le samouraï fusionne avec son holder et déploie carrément son armure intégrale de samouraï. Et encore une fois, cette armure est carrément l'archétype du samouraï. C'est le samouraï, ils étaient comme ça. À la base, ils étaient à cheval avec un arc, avec le même type d'armure que le samouraï stylé là porte sur lui. D'ailleurs, ce samouraï est vraiment vraiment stylé. Ils font un espèce de duel final où les deux s'approchent face à face, où le samouraï met son coup et Hashimaru met son coup. Et en fait, Hashimaru a fait la même technique que Daruma a utilisé dans le jeu vidéo tout au début du manga. C'est-à-dire qu'une arme peut en cacher une autre. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment stylé. C'est-à-dire que Hashimaru s'est laissé couper le bras avec le sabre qu'il avait dans la main, qui n'était pas un sabre légendaire, donc il ne pouvait pas couper l'armure du samouraï. Le samouraï lui a tranché le bras, mais Hashimaru l'a frappé avec la béquille que son père lui avait fabriquée à l'arrière. Vraiment, une arme peut en cacher une autre, et encore une fois, il a sacrifié sa chair pour lui briser les os. Et ça, c'est bon. Donc du coup, le samouraï s'est fait également transpercer par une attaque de Daruma, qui n'était pas mort, bien sûr, il était juste blessé. D'ailleurs, il l'a dit, il lui en faut quand même plus pour le tuer, heureusement, parce que c'est quand même un samouraï, bordel de chiottes. Et du coup, il a détruit l'armure intégrale du samouraï, qui s'est fait attaquer du coup par Hashimaru et qui a gagné le combat, avec le duel que je vous expliquais juste avant. Et donc, Daruma scelle l'âme du samouraï dans une clé, encore une fois. Car oui, pour ouvrir la boîte de Pandore, il faut du coup tuer les 7 samouraïs pour récupérer leurs clés, tout simplement. Hashimaru est devenu un vrai samouraï. Son design est hyper stylé. Il est totalement l'opposé de ce qu'il était au début du manga. Il est passé d'un mec vraiment fragile qui avait une vie extrêmement difficile à un mec courageux et qui va du coup aller de l'avant et pouvoir enfin découvrir le monde par lui-même. Il va pouvoir enfin aider son père. J'ai trouvé ça vraiment vraiment stylé, le parallèle qu'il y a entre le début et la fin du manga, sachant que c'était 72 pages, il y avait beaucoup de choses à dire. Hashimaru était finalement la huitième fois que Daruma se rapprochait d'un enfant et il a trouvé le bon, d'où le nom d'Hashimaru encore une fois. Après ça, bien sûr, ils ont été retrouvés le père d'Hashimaru. Hashimaru et son père ont pu enfin faire des retrouvailles père-fils, où le père d'Hashimaru, clairement, je pense qu'il avait perdu espoir envers son fils et aujourd'hui il le voit comme un vrai samouraï, donc il est fier de lui et surtout, finalement
Orochimaru a pu enfin réaliser un de ses rêves, c'est-à-dire devenir samouraï. Le souhait qu'il a fait auprès du Daruma, donc tout est relié hein, entre le Daruma, le souhait qu'il a fait, et le Daruma dans la vraie vie qui porte chance et prospérité, le fait qu'il veuille devenir samouraï alors qu'il était totalement l'opposé d'un samouraï, alors que son père lui avait dit juste avant, et ben le fait qu'il ait gardé espoir, qu'il a rencontré un Daruma, qu'il a pu devenir un samouraï, et qu'il avait l'âme d'un samouraï, fait que les choses commencent pour moi je trouve très bien concernant Samurai 8. On a un univers très vaste, c'est-à-dire qu'on voit que ça concerne plusieurs univers, plusieurs étoiles, qu'il y a des divinités, qu'il y a voilà toute une succession de phrases qui viennent remplir tout ce Bushido, la voix du guerrier, comment on devient un guerrier, l'honneur, le fait de se seppuku, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait trop de références. Vraiment, c'était un chapitre très long. Ma vidéo est assez longue, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et puis bah comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.